Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Avant que j'oublie, évidemment, faites un petit j'aime, partagez notre podcast et abonnez-vous, évidemment, sur YouTube, mais aussi allez sur notre page Facebook pour suivre toutes les nouvelles, toutes les posts qu'on fait. Lorsqu'on fait un nouveau podcast aussi, c'est directement là-dessus. Aujourd'hui, on a un beau petit podcast chargé. On a plusieurs choses à parler, mais le sujet principal, ça va être TACCOM. Euh, on va aussi vous parler, encore une fois, du rachat de mai 2020 parce que ça continue à sortir dans l'actualité, les nouvelles. Et puis, on va vous parler du vote de non-confiance des conservateurs. Et on aura un petit segment après ça avec notre ami Bruno de chez Camo Armurier qui va vous parler de comment préparer votre arme pour la période de la chasse. Mais avant tout, on a une belle petite nouvelle. Peut-être que vous avez vu un de nos shorts, peut-être que vous pouvez deviner un petit peu. Sophie, t'es excitée, je vais te laisser la dire parce que je pense que. Écoute, let's go. Vas-y, Sophie, c'est à toi. Ça s'appelle, pour mettre les gens en contexte un petit peu, quand on est arrivé au sein de la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, qu'on connaît sous le nom de la CCFR, ça partait presque de scratch au Québec. Parce qu'on se le cachera pas, le Québec, c'est pas la province où est-ce que les gens démontrent le plus leur amour pour les armes à feu. On connaît le contexte, on sait la raison. Mais ça faisait en sorte que les coalitions, les différentes coalitions sur la défense des propriétaires d'armes à feu, c'était pas super glamour là, au Québec. Puis quand on est rentré au sein de la coalition, les agents de terrain, différents agents de terrain, pour ne pas les nommer, Sadi, Luc et moi, on a décidé de défoncer des portes, de kicker des nids d'abeilles. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait pour innover, puis aussi pour gagner la confiance de la coalition canadienne, dont Rod Giltaca et Tracy Wilson. Je vous cacherai pas, gang, que c'était, puis vous pourrez en témoigner, Luc et Sadi, ça a été un travail de longue haleine. On compte pas nos heures. On s'est on s'est mis sur le terrain parce qu'on est des agents de terrain. Fait qu'on s'est mis sur le terrain et on a décidé de gagner la confiance de la coalition. Parce que les gens, ce que vous nous disiez, c'est qu'il manquait la tribune de la coalition en français, au Québec, principalement, à notre sauce à nous autres. On se le cachera pas, gang. Ce qui se passe en Colombie-Britannique, oui, ça nous interpelle un peu parce que c'est quand même au Canada, mais ce qu'on veut avoir comme nouvelle, c'est ce qui se passe ici, dans notre province, en français, au Québec. Fait que je vous fais pas languir plus longtemps, gang. On a eu une bonne discussion avec Rod Giltaca et nous sommes maintenant au pas de tir, le podcast non officiel de la CCFR en français au Québec. Donc, on est appuyé, sponsorisé, publicisé sur toutes les plateformes que la CCFR possède. Puis là, je pourrais vous en nommer Spotify, X, évidemment Facebook. Il y a Wild TV, Carbon TV aussi, où est-ce qu'il va y avoir les Ouais. apparitions. Vous allez voir l'apparition de nos logos au partir. On n'a Écoutez, pas besoin gang, d'aller très loin. On a juste à aller voir le dernier podcast, le 173 de la CCFR. Vous allez voir un certain exactement, chandail. vous allez voir nos t-shirts. Fait C'est que le ça. lien est là. Le lien est là. Fait que c'est pour vous dire que on a travaillé la confiance. Puis au Québec, on a su se démarquer. Puis ça, là, oui, on a travaillé fort. Tous les agents de terrain ont travaillé fort. Puis, tu sais, je nommerai pas tout le monde parce qu'on est quand même 24 agents de terrain au Québec. Donc, mais il y en a qui ont participé par en arrière à monter tout ça, à promouvoir tout ça, à nous faire briller, à nous mettre sur la scène. Mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on vous présente le premier podcast non officiel de la CCFR en français. Puis Mm. pourquoi non officiel, ça dit? Ben, c'est quand même assez simple, c'est qu'on garde quand même notre autonomie. On n'est pas des marionnettes, si on veut, pour la CCFR. On reste
autonome, on a nos propres opinions, on peut dire ce qu'on pense, on peut mettre notre propre saveur, comme tu disais tantôt, Sophie, au sujet qu'on va parler. Ça va être des sujets parfois pan-canadiens, des fois ça va être des sujets qui sont plus spécifiques au Québec, mais c'est qu'on a cette liberté-là. Ils nous disent pas quoi dire, c'est vraiment juste qu'ils voient, qu'ils ont vu le travail qu'on a fait sur le terrain en tant qu'agent de terrain pour la CCFR et en tant que podcast francophone, et ils ont dit euh, on veut que vous soyez équipés pour sortir le message parce que c'est vrai qu'il manque de français au Québec pour la CCFR et vous faites déjà le travail. Donc, on veut vous supporter à ce niveau-là pour pouvoir aller chercher le plus grand nombre de personnes possible dans un futur. Donc, tout ça pour dire, vous allez voir des changements aussi au niveau du podcast. On va essayer de faire ça beaucoup plus régulièrement. En fait, on va pas essayer. On va le faire beaucoup plus régulièrement. On va vous On a faire des la petits mission shorts. de le faire plus C'est ça. régulièrement. Vous Exactement. allez Mais là, on a le avoir des support shorts aussi. aussi. On va avoir des condensés. En fait, ce que vous voyez en anglais au niveau de la CCFR, vous allez retrouver un peu la même chose, saveur québécoise, saveur francophone, mais de notre côté aussi. Fait que Puis c'est c'est pas pour du ça que c'est pas du copier-coller en passant, là. On va non, pas juste pas du reprendre la tout, pas chose, du tout, on pas continue du avec tout. nos propres sujets, nos propres invités, nos propres des fois on va faire un sujet avant eux autres, des fois ils vont le faire après nous ou ils vont le faire en même temps. Ça continue, comme je dis, notre autonomie reste là. On peut faire ce qu'on veut, on peut se rapprocher de tous les organismes avec qui on veut travailler. On n'a pas les mains attachées, on n'est pas menotté, mais on a le support et ça, je pense que c'est probablement le meilleur vote de confiance qu'on pourrait avoir de leur part parce qu'ils reconnaissent le travail, oui, de Haut-Potier, mais aussi que le Québec se démarque au grand complet, là, pas juste nous trois ici et les autres agents de terrain, mais vraiment au Québec. La CCFR a remarqué que c'est une province qui s'est démarquée au niveau de leur implication, au niveau de leur reconnaissance de ce que la CCFR fait. Donc, c'est leur façon de redonner au Québec. Exactement, exactement. Puis tu sais, je suis quand même au niveau du board de la direction, donc je suis une des directrices au Québec et j'ai la possibilité d'assister à certaines réunions, notamment au niveau là, de la croissance de la cohésion. Puis je peux vous dire que le Québec se démarque vraiment beaucoup depuis les dernières années. Puis tu sais, c'est grâce à vous, là, c'est grâce à ceux qui embarquent, à ceux qui nous défendent, à ceux qui nous motivent à continuer tout ça. Fait que, tu sais, un gros merci. Puis, je veux aussi, parce que là, on disait qu'on était indépendant puis qu'on peut parler de ce qu'on veut, je veux aussi souligner la part des tireurs dynamiques du Québec dans tout ça. L'apport technique, l'apport éducatif. On a aussi des beaux événements là, avec les tireurs dynamiques du Québec qui s'en viennent, notamment, pour ne pas le nommer, là, le 5 octobre prochain, au Club de tir des Pionniers. On a une formation sur le pigeon d'argile auquel on risque d'être pas mal toutes présents. Fait que je vous invite à venir nous rencontrer pour discuter. Puis même, il va y avoir un petit dîner là, hot dog là, pour la chose. Fait que, tu sais, si vous venez pas en tant que tireur, vous êtes juste curieux, vous êtes pas sûr, mais vous voulez regarder, je vous invite à venir participer à cet événement. Fait que je vais laisser Luc un peu nous dire en fait, qu'est-ce que tu vas faire avec nous là, au niveau des tireurs dynamiques? Qu'est-ce que tu vas apporter au pas de tir puis à la coalition là, au niveau, je vais dire, plus éducatif et technique? Qu'est-ce qui s'en vient pour les tireurs dynamiques du Québec, Luc? Il y a quand même beaucoup de choses qui s'en viennent. On prépare une très grosse saison 2025. Autant, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est avec des partenaires qu'on ne peut dévoiler encore parce que on n'a pas fini d'avoir des belles surprises. OK? On travaille sur des partenariats. Oui, j'aime pas ça appeler sponsor. J'aime pas ça dire sponsor. C'est des partenaires. Pour moi, là, regarde, on travaille main dans la main, on a un but commun, c'est l'éducation, la sécurité. Euh, dans cette optique-là, dans cette ligne-là, euh, on va essayer de faire quelque chose qui s'est quasiment, je dirais, jamais fait ou très difficilement fait, c'est mettre des images. OK? Là, on met des mots, on en parle, mais là, on va mettre des belles images. OK? Puis, c'est qu'est-ce qui est prévu de sortir beaucoup de vidéos explicatives, des vidéos de, tu sais,
la sécurité, les armes. Le but, c'est pas nous d'aller faire des reviews des armes, mais c'est de parler en général sur tout ce qui va toucher le maniement, la sécurité, les disciplines, comment les comprendre. Puis Puis tout ça, je ça pense que dans ça un va être contexte très apprécié. Puis tout ça dans un contexte, Luc, où est-ce que vous êtes des tireurs dynamiques. Donc, ça dit dynamique, on parle de IPSC, compétition, tree gun, des choses comme ça. Fait Et que je pense voilà. que les tireurs dynamiques vont nous amener une vision du tir que peu de gens ont accès, peu de gens ont la possibilité de découvrir, puis possiblement même attirer des gens vers le tir qui est dynamique et non pas statique comme on connaît principalement dans les clubs de tir, là. Exactement. On s'est donné un petit peu comme mandat 2025 avec notre président de devenir la voix du tir sportif au Québec. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui va être facile à faire, mais on n'a pas l'intention de lâcher. De toute façon, vous me connaissez, hein? Je recule très Go, rarement. Hein? go big or Non. go home, comme ils disent. Hein? Ouais. Go big or go home. C'est ça. Non, 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 non. Je dis je recule très Effectivement. rarement. Le seul temps que je recule, c'est pendant mes matchs. Oui, c'est Ah, ça. c'est C'est ça. pendant les matchs parce que c'est obligatoire de le faire. Juste dans certains matchs où est-ce qu'on a le droit de reculer parce qu'au Québec, des fois, on Ah, n'a pas le droit. exactement. C'est pas Donc, tous les matchs, c'est dans pas tous des les endroits matchs. plus Mm. spécifiques. Là. Ben, c'est ça. Excellent. Fait que, gang, tout ça pour dire qu'on va vous arriver avec du contenu intéressant sur une base beaucoup plus régulière. On va travailler beaucoup plus en partenariat, comme on disait, avec la coalition. Fait que ça va venir faire un bel amalgame, puis on fait ça pour vous. Fait que là, on débute tout de suite, dans le fond, en faisant un wrap-up. On parlait quoi? Du TACOM? Pas tout de suite, on va en parler tantôt. Mais Ah, avant, OK. je veux juste qu'on touche deux Mais sujets moi, j'ai hâte rapidement. de parler. Ben Mais oui, moi, j'ai hâte moi de aussi. parler du TACOM, là. Moi Comme aussi. j'ai plein d'idées sur ma feuille, là, c'est ça. OK, Ben, c'est T'inquiète bon. pas, on y va. fait On des va juste belles faire découvertes. on va faire le lien rapidement avec le dernier podcast épisode 25 qu'on avait fait. On avait parlé du gaspillage de fonds publics. Paulie qui disait que c'était un Oh. gaspillage. Nous autres, on dit que c'est un gaspillage depuis 4 ans. Eh bien, gaspillage de combien? Ben, si je ne m'abuse, 67 millions pour zéro arme. Le chiffre ne cesse que d'augmenter. Il n'y a rien qui se passe et pourtant, ça a l'air d'être, comment dire, le La norme. projet. Non, ben, pas juste la norme, mais le projet comme Pablo Rodriguez a dit dernièrement, tout le monde en parle, c'est le projet que les libéraux croient là, de manière ferme qu'il faut que ça passe. Puis ça fait 4 ans, il me semble que ce serait pas si compliqué que ça. Tu dis, je vais te payer 1000$ pour ton horaire, puis viens me le porter, sinon tu es arrêté. S'il avait vraiment envie de le faire, c'est ça qu'il aurait fait. Donc, on va essayer de faire ça rapide parce que je pense qu'on a quand même fait le tour à plusieurs reprises du sujet, surtout au dernier podcast. Mais votre opinion sur le 67 millions zéro arme, on va-tu voir un rachat avant octobre 2025 ou non? Qu'est-ce que vous en Luc, pensez? Ben, regardez, moi me lancer. lance-toi. OK? Tu sais, on ne se le cachera pas, le Canada a pris exemple sur la Nouvelle-Zélande. OK? La Nouvelle-Zélande a fait un rachat. La différence, c'est qu'elle, elle a fait ça très, très, très rapidement. Elle n'a pas juste parlé, elle a agi. Un autre sujet qu'on voit que ça n'a rien donné. Ils ont les mêmes problèmes qu'ici de criminalité. Mm. Mais pour en revenir, c'est comme au problème canadien, c'est que notre gouvernement en a parlé beaucoup, a dépensé 67 millions de dollars dans consultation pour arriver à un point qu'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas personne, puis ça n'a rien changé de toute façon. Fait que, est-ce qu'on va avoir un rachat? Bah, ça va être dans les promesses électorales, tout ça. Mais est-ce que c'est ça qui va les faire, qui va leur donner sûrement des petits points? Peut-être. Mais ça va être encore étiré. Puis je pense pas qu'il y ait grand-chose qui va arriver pour 2025. On va juste comme tout simplement racheter du temps, remettre du temps là-dessus, puis repousser comme on a fait à maintes et maintes reprises là, pour les rachats. Mm. Moi, c'est pas mal qu'est-ce que je pense. Excellent. Sophie, un petit 2 minutes rapides. Ben, oui, rapidement, tu sais, cette semaine,
il y a un chef de police, pour ne pas nommer le chef de police de Montréal, qui sortait là, justement dans les médias en disant que les enquêtes et les arrestations sporadiques qui sont menées sur le front, en fait, au moment des périodes chaudes, ne suffisent pas à cesser et à faire rétrograder la hausse de la violence armée. On a présentement ici au Québec, je vais dire une guerre ouverte là, entre principalement des gangs de rue versus les gangs criminalisés et ainsi de suite. Donc, ce qui fait en sorte que le chef de police est sorti en disant malheureusement, on doit déshabiller une escouade pour essayer de monter une autre escouade. Et au niveau financier, au niveau budgétaire, on est très limité, ce qui vient limiter nos connexions avec les différents autres corps de police comme Toronto, Winnipeg et ces places-là, où est-ce qu'on sait qu'il y a des places qui sont vraiment très centralisées au niveau de la criminalité, au niveau de la violence armée et de la contrebande d'armes et de la vente là, d'armes de ghost gun, comme on dit, là, des armes qui ne sont pas retraçables. Bref, ça pour dire que quand j'ai lu cet article-là cette semaine, je me suis un peu insurgée. J'ai eu comme la grosse veine. Parce que je me dis, comment on peut, en tant que gouvernement, gaspiller 67 millions de dollars sur le dos des citoyens probablement des plus honnêtes et des plus respectueux de la loi au Canada, pendant que ça joue du gun en ville, qu'il y a des balles perdues, qu'il y a des dommages collatéraux, qu'il y a des victimes, puis que nos corps de police, nos institutions en santé mentale crient famine au niveau budgétaire. Il me semble que 67 millions de dollars, là, ça aurait aidé une Christie de bonne gang là, à la police. Là. De un, à faire du recrutement pour dire, OK, on va former des futurs policiers, parce qu'il y a une échelle à tout ça. Là. Tu vas pas à Nicolette puis tu tombes enquêteur du jour au lendemain. Là. Fait qu'il faut les former, ces futurs enquêteurs-là. Mais pour ça, ça prend du budget, ça prend des ouvertures au niveau scolaire, ça prend des ouvertures au niveau des différents corps de police, que ce soit la SPVM, la SQ, les corps de police municipaux. Tous disent la même chose. On manque de financement pour mener à bien ces enquêtes-là. On manque de financement pour la patrouille au niveau de nos frontières, qui, soit dit en passant, on a la frontière limitrophe la plus longue avec les États-Unis, qui est à ciel ouvert, là. Puis vous irez regarder, là, il y a des documentaires là, qui circulent présentement là, sur YouTube, puis j'en ferai parvenir un, là, on mettra en commentaire. Très, très, très intéressant, où est-ce que on va patrouiller avec un patrouilleur, un shérif, parce que les shérifs aux États-Unis, comme au Québec, ils n'ont pas le droit de parler, nos policiers, malheureusement, mais les shérifs aux États-Unis ont le droit d'opinion. Pas les corps de police municipaux, comme, mettons, New York, là, mais il y a une très, très belle entrevue avec... Mais on voit clairement où est-ce qu'on manque. Là, on vient dire 67 millions, il n'y a pas une arme de racheter. Pas une. Fait que là, ils vont commencer par acheter ceux des manufacturiers. Par la suite, est-ce qu'ils vont, comme Luc il disait, dire ben on vous donne 1000 $, vous ramenez vos armes, sinon vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes criminel. Fait qu'on va venir criminaliser une population qui ne mérite pas de l'être au nom de la sécurité routière, la sécurité routière, la sécurité publique. Hey, excusez-moi, là, mais non. Là. Il n'y en a pas de sécurité. Présentement, là, il n'y en a pas de sécurité publique. Ben, c'est le point que j'allais faire justement moi dans mon argumentaire, c'est que c'est 67 millions qu'ils ont dépensé jusqu'à présent sous prétexte de la sécurité publique et que pour le moment, jusqu'à date, comme tu dis Sophie, aucune arrestation, aucune arme de racheter. C'est sûr que c'est de l'argent fédéral, c'est pas de l'argent municipal pour justement donner aux policiers, mais je veux dire, il y a des escouades mixtes là, avec plusieurs paliers de gouvernement. Et le problème des armes illégales, c'est un problème de trafic d'armes. Ce n'est pas simplement la province du Québec, c'est toutes les provinces, c'est la frontière, comme tu disais, Sophie. Donc,
ce 67 millions-là, déjà en partant, serait beaucoup mieux utilisé pour la sécurité publique s'il était mis là. On a des problèmes de budget partout, hein, puis le gouvernement libéral qui dit je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est pas juste au niveau des armes à feu, c'est la même chose avec la défense nationale. Ils n'arrêtent pas d'avoir des beaux plans qui n'aboutissent pas malheureusement, ou que ça prend des années à aboutir, qui finalement, on refait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On a vu ça avec les F-35, avec Harper. Je m'éloigne un petit peu du sujet. Mais Non, mais t'as raison. Écoute, on peut faire le même parallèle, là. exactement. Et malheureusement, je crois que le 67 millions gaspillés, c'est vraiment un show de boucan pour faire bien paraître, pour faire passer aux gens, comme Polly se souvient malheureusement, qui eux tombent un petit peu dans le panneau, mais je pense qu'ils sont assez intelligentes quand même pour voir que le gouvernement dit des choses mais ne fait rien. Donc, c'est pour ça qu'ils les ont que l'invitation de Justin Trudeau est en doute pour On décembre. en a parlé dans le Mais dernier podcast, c'est ça. justement, par rapport à ça. Mais est-ce qu'on va avoir un rachat? Je pense que les propriétaires d'armes à feu vont être tenus en otage aux prochaines élections, encore une fois. Ça va être une élection, c'est trop facile pour les libéraux d'utiliser ça contre les conservateurs. Ils vont dire, vous voyez, ils vont remettre les armes à feu, les armes d'assaut, hein, entre guillemets, les armes d'assaut. On va Les armes remettre de ça, style militaire, ouais, on va remettre ça sur voiture la le rue plus si les de gens conservateurs rentrent. possible. Donc, ça va être un autre théâtre politique pour les libéraux d'utiliser cet argumentaire-là pour essayer de faire mal paraître les conservateurs, pour essayer de faire des points sur le dos, malheureusement, des gens euh, qui sont bienveillants, qui veulent pas de violence dans les rues. Là, on y a souvent le Ginette dans son salon, elle veut pas que le monde se tire à côté des écoles, puis tout ça, puis nous autres non plus, on veut pas, sauf que malheureusement, étant mal informé sur qui a le droit de posséder des armes à feu de manière légale, ben évidemment, ben il faudrait tout enlever les armes parce que c'est ça qui fait que c'est sécuritaire. Donc Exact. malheureusement, on verra pas rien selon moi d'ici là parce que c'est un enjeu politique pour les élections. Et c'est une idéologie qui peut pas non plus nécessairement être menée à bien parce que ils ont encore, aujourd'hui, à ce jour, aucun moyen de faire la récupération de ces armes-là. Ils ont, à ce jour, pas encore trouvé la façon dont ils vont faire la récupération. Est-ce qu'ils vont obliger les propriétaires à les porter? Est-ce qu'ils vont collecter ça? Il faut que ça soit fait d'une manière sécuritaire. S'ils donnent des délais, s'il y a des entreposages, faut que ça, on a déjà parlé dans un précédent podcast Ouais. aussi. Ben justement, je vais comme tous ces enjeux-là arrête. qui font en sorte que je veux pas dire qu'on a un gain de sécurité parce qu'on sait jamais ce qui peut nous péter d'en face avec les libéraux, malheureusement, mais ça n'en reste pas moins que même s'ils veulent le mener à bien, ben pour ça, il faut qu'ils soient capables d'avoir une structure de rachat. Ils en ont pas. Ils en ont pas. Qui va ramasser ces armes-là? Comment on va aller les porter? Il n'y a rien. Le RCMP, la GRC n'a pas encore donné son aval là-dedans. Post Canada a refusé de faire les transports. Tu sais, je vous ramène à ce qu'on a déjà discuté. Puis là, je vois Luc rire. Puis tu sais, moi avec, j'ai juste envie de faire « Pouah! Mais Mais vous est-ce parlez que ça à nous travers votre surprend? chapeau, là. Hein? Est-ce que ça nous surprend de ce gouvernement-là? Mais non. Ben écoutez, C'est... on closera pas le sujet là-dessus aujourd'hui, c'est certain. On peut aller dans les spéculations puis savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais malheureusement, c'est leur plan à faire et leur plan à bousiller parce que finalement, ils ont fait une promesse et ils sont clairement incapables de la tenir depuis 4 ans que ça traîne et depuis 4 ans que ça devrait être fait si c'était vraiment dans leur pensée de le faire vraiment pour la sécurité publique. Mais regarde, Dommage, Justin Trudeau, il mangera pas des petits sandwichs pas de croûte le 6 décembre prochain. ben, peut-être chez lui, là. Il va se commander chez IGA puis il va s'arranger tout seul, je sais pas. Un petit Bon, Lipton au poulet là, pour se réconforter un c'est petit peu. ça, exactement. OK, ben écoutez, on va passer au prochain sujet rapide, juste avant le TACOM. Encore une fois, rapidement, j'aimerais ça qu'on parle vraiment du TACOM, puis je veux vraiment qu'il reste assez de temps pour parler de tout ça. Mais écoutez, la Chambre, on est revenu en Chambre. Il y a eu un vote de non-confiance. Hein? Les conservateurs ont lancé ça dans les airs. Ils ont dit, le gouvernement, je pense qu'aux dernières nouvelles, c'était 70% de la population qui voulait plus d'un gouvernement libéral et qui ne voulait plus de la coalition NPD. Le NPD qui a fait un gros show pour déchirer, comme on avait parlé la semaine dernière,
leur contrat ou leur entente avec les libéraux. Pas un contrat, là, c'est une entente. Le Bloc qui s'est tout de suite immiscé pour dire ah ben nous autres on va aller chercher des gains pour le Québec. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben évidemment, les conservateurs ont fait un vote de non-confiance. Le NPD a voté en faveur des libéraux, évidemment, pour les garder au pouvoir. Et le Bloc a voté aussi. Ils ont tout donné aux libéraux. Puis le Bloc s'est retourné de bord pour dire, ben, vous avez jusqu'au 29 octobre pour passer 2 de nos motions. Sinon, sinon quoi? Et là, en tout cas, dans la vidéo que j'ai écoutée, ben, le sinon quoi, c'était 3 petits points. Il y a, on va jamais voter contre nos valeurs. Tu sais, il n'a pas vraiment répondu à la question. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que le NPD et le Bloc maintiennent les libéraux au pouvoir euh, simplement parce qu'ils veulent pas aller en élection ou est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière ça? Encore une fois, je veux pas qu'on parte dans des longues tirades pendant 20 minutes. Là. Le but du podcast aujourd'hui, c'est pas ça, c'est vraiment le TACCOM. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Luc? Je commence avec toi. 2 minutes. Ça va être short and sweet. Short and OK? sweet. C'est pas pour rien qu'ils vont les garder au pouvoir. Ça leur prend 2 mandats pour avoir leur pension. Ils en ont rien à foutre, là. Eux autres, ils veulent juste avoir leur pension. Après ça, le bateau coulera. On va sauter du bateau. On ramasse notre pension et on s'en sac carrément. C'est plate, mais c'est ça la politique. Tu sais. Le bloc vendu, ça a comme juste même pas d'allure. C'est comme une business, là. Il a juste saisi l'opportunité de continuer. Qu'est-ce que l'autre partie c'est comme, il était plus d'accord. On déchire le contrat. Puis lui, ben, comme, ah, on prend l'opportunité et on embarque, on supporte parce que on veut avoir. Tu sais, c'est pas pour rien là, que les élections sont. Parce que c'est le 25 octobre. 29. Parce que le 25 octobre, Ben, ben, ça ben, va faire exactement 8 ans. Ouais. C'est la date butoir, en fait, qui va servir à mener le déclenchement possiblement des élections en novembre Ouais, pour aller aux urnes en début décembre. Ça veut dire qu'il faut que ce soit fait avant le 16 décembre parce que le 16 décembre, c'est la fermeture de la Chambre pour la période estivale, la période ouais. des fêtes. Fait que, tu sais, il faut que ce soit fait dans cette courte période-là. C'est ce que François Blanchette a expliqué. Moi, je vais dire, je suis un petit peu mitigée. Je vous explique pourquoi. Je trouve ça traite ce qu'il fait. Dans le sens que, est-ce que Yves-François Blanchette aurait pu peut-être essayer, je veux pas parler d'alliance, là, mais il aurait pu peut-être aller discuter avec Pierre Poilievre ou l'opposition, qui est Jack Met, pour aller voir s'il y avait possibilité de gain pour ces demandes. Si on déclenchait des élections, par exemple, puis là, présentement, on ne se le cachera pas au sondage, c'est Pierre Poilievre qui mène les sondages. Donc, disons qu'on suppose que Pierre Poilievre serait le prochain premier ministre. Ben, tu sais, il aurait pu peut-être aller voir et dire, écoute, si on fait tomber le gouvernement, qu'on sait que la majorité des Québécois, la majorité des Canadiens ne veulent plus voir au pouvoir, je viens de faire des gains au niveau de mon électorat, dans le sens que je viens de renforcer ma confiance à dire, nous autres, on va pas garder un gouvernement que vous voulez pas avoir au pouvoir. Fait qu'on va appuyer la voix populaire québécoise ou canadienne même, mais on va aller essayer de voir avec Poilievre, puis de jouer la carte, au lieu de la jouer avec Trudeau, d'aller la jouer avec Poilievre, de dire, OK, moi là, si je t'aide à faire tomber Justin Trudeau, tu me donnes quoi, dude? Parce que si tu me donnes pas ce que je veux, je vais maintenir Justin Trudeau jusqu'en octobre 2025 au pouvoir, moi. J'ai la possibilité de le faire. Donc, est-ce que le thinking politique de M. Blanchette, c'était un gros ramassis de je vais te le dire, c'est quoi son thinking politique, parce que je suis d'accord avec toi, s'il voulait vraiment avoir ce qu'il voulait avoir pour le Québec, c'est ça qu'il aurait fait. Mais la réalité, c'est que présentement, euh, je vais dire ça de même, il tient les libéraux par les couilles. C'est lui qui a le gros bout du bâton. Parce que là, il peut dire au gouvernement, je te fais tomber. Fait que si tu veux pas tomber,
Donne-moi les faits. C'est lui qui il se pense présentement en position de pouvoir. Le problème, c'est qu'il a tracé une ligne dans le sable. Il a dit, fais ça, sinon, je te fais tomber. Le problème que moi je pense qu'il y a, c'est qu'il a fait une menace. Ça veut pas dire que les libéraux vont y croire, ils vont peut-être rien faire, puis ils vont dire, regarde, tu veux nous faire tomber? Vas-y, mon grand, on est prêt pour toi. Si c'est ça qui sort, mais malheureusement, il va perdre tout son pouvoir et il n'aura rien gagné. Puis quand les conservateurs vont rentrer majoritaires par eux-mêmes, ben, ils vont dire pourquoi est-ce que je te donnerais? T'as suivi Justin Trudeau tout le long, même que quand Jack Mead est sorti, toi t'es rentré. Donc, pourquoi est-ce que je te donnerais quelque chose quand tu as essayé de me backstabber dans le dos? Donc, je pense que c'est son thinking politique, je pense, au Bloc libéral, ouais, au Bloc québécois, c'est vraiment de dire, ils pensent qu'ils ont le gros bout du bâton. C'est un lapsus, mais c'est ça pareil. C'est tellement rendu ça. ça qu'on dirait que c'est rendu un automatisme chez nous. Là. C'est plus drôle. Là. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Là, mais moi, je pense que toute crédibilité du NPD, parce que je pense que c'est ça qui est arrivé. Le NPD a vu que les élections s'en venaient. Le NPD a dit, cette bouteille de lait-là que j'ai dans mon frigidaire depuis, c'était 2 ans et demi, je pense qu'ils soutenaient les libéraux, si je me trompe pas, là, peut-être, quotez-moi pas sur ce timing-là. Il a vu la bouteille de lait qui était expirée depuis 1 an, là. Puis là, il a dit, oh, ça, ce lait-là, je vais pas le boire parce que je suis pas mal sûr qu'il y a des motons dedans. Ben, le bloc le dit, ah, attends, moi, je vais le mettre dans mon café. Fait que c'est un petit peu ça qui s'est passé. Malheureusement, il devrait savoir que quand on est motonneux, c'est pas nécessairement parce que c'est du yogourt. Donc, je persiste et signe. Je me dis que son choix a peut-être été prématuré, impulsif. Il aurait peut-être dû prendre le temps que ça offrait entre l'annonce de Poilievre qui disait on va présenter une motion de non-confiance et de censure, de prendre ce temps-là entre l'avis qu'elle a déposé et le dépôt lui-même pour vraiment faire des choix stratégiques. Mais je persiste à dire qu'il y aurait fort probablement eu plus de chances de gagner Pierre Poilievre en disant tu vois, tu veux le pouvoir? Ben, si tu veux le pouvoir, tu vas me promettre que ça, tu vas faire ça quand tu vas arriver. Puis, d'après moi, Pierre est plus en position d'offrir ce que Yves-François Blanchette veut avoir pour le Québec, pour les agriculteurs et les aînés au niveau de leur retraite, que le gouvernement Trudeau, présentement au pouvoir, qui a déjà un budget entaché, qui a déjà un budget à côté, qui a déjà un budget qui dépasse tout entendement. Ça, c'est sans compter les petits dons puis les petites aides qu'on va donner à gauche puis à droite parce que là, la vie continue de mal aller partout sur la planète. Tu sais, au moment où on se parle, là, Juju, là, il est en train de briller, là, tu sais, à l'ONU, là, puis aux États-Unis, puis, tu sais, il fait son gros show. Mais pendant ce temps-là, hein? Je pense pas qu'il brille tant que ça, moi, présentement. Non, mais lui, c'est ça dans sa tête. Là, ah, peut-être dans sa tête. Il est illuminé, lui. Mais tout ça pour dire que si vraiment, là, Yves-François Blanchette, puis je le souhaite, qu'il soit pas vraiment pas aussi traître que je le pense, puis que je le vois aller, là, mais si vraiment il se tient debout, là, le 29 octobre, il va y avoir un vote de non-confiance et de censure contre le gouvernement libéral actuel, qui est Justin Trudeau. Et les élections devraient avoir lieu logiquement avant Noël. Ben, ça, c'est en assumant que le best scénario. Mais en assumant que les libéraux ne passent pas les 2 motions du Bloc québécois, parce que c'est ça sa condition. Il faut qu'ils passent 2 motions du Bloc québécois, 2 motions. C'est ça. Donc, s'il les passe pas, lui, comme je disais tantôt, il a tracé une ligne dans le sable. Ben là, s'il fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire le 29 octobre, je pense qu'il encore, je disais tantôt qu'il a perdu toute crédibilité, ben là, c'est sûr que les conservateurs vont arriver et vont faire une autre motion de non-confiance, puis on dit, hey, ils n'ont pas passé tes 2 motions, t'avais pas dit que t'allais voter pour le faire tomber, ben écoute, put your money where your mouth is, comme on dit en anglais, hein, mets ton argent où est-ce que ça vaut la peine. Je sais pas comment tu dis ça en français, il doit y avoir un dicton équivalent. Fait que je pense qu'il s'est peinturé dans un coin, il a tracé une ligne dans le sable, s'est peinturé dans le coin, on va utiliser 5-6 dictons différents, mais
je pense que là, vraiment, ça va dépendre des libéraux. Si les libéraux ne passent pas les 2 motions, je pense que on va voir si Yves-François Blanchette est prêt à tenir sa parole ou non. Puis moi, petit message, parce qu'on sait que François Blanchette écoute régulièrement nos podcasts. C'est un de nos certain, followers les plus ouais. assidus. Ouais, Mais nous envoyer des donations, ça on sait. Mon cher Yves-François Blanchette, juste pour te dire, c'est pas parce que tu as gagné Verdun la semaine passée que ça laisse présager ce qui va se passer. Simplement parce que les conservateurs n'ont pas milité dans cette circonscription-là, n'ont pas mis les efforts nécessaires dans la circonscription. Puis je vais te dire pourquoi, mon cher Yves-François Blanchette. Simplement parce qu'on sait que là, c'est une élection partielle, mais on va les déclencher, les élections générales. Mais tu vas perdre des sièges. Parce que ce que tu as fait, l'alliance avec Justin Trudeau, ça passe dans la gorge de beaucoup plus de Québécois que tu peux le penser. Fait que là-dessus, on passe au prochain sujet. Let's go TACOM. Sujet principal. Vous avez vu l'intro. Écoutez, filmé au TACOM. On a essayé de vous faire une belle petite intro pour vous mettre un petit peu dans le mood. Je sais que ça fait une demi-heure, 35 minutes là, qu'on parle à peu près. Mais écoutez, TACOM, vos impressions, vos coups de cœur. Dites-moi ce que vous avez pensé. On était là. Écoutez, on va se mettre en contexte. Hein? On était là au kiosque de la CCFR parce qu'on est des agents de terrain. On a fait notre range. Le range monté 100% pure laine québécois. Le range laser. Écoutez, ça a été tellement un gros hit au Québec qu'ils nous ont dit faut que vous veniez à TACOM, faut que vous reveniez à TSS. Donc, TSS, c'est le Toronto Sportsman Show. Fait qu'en mars 2025, ça va être à refaire. On va vous parler du TSS quand ça va être rendu le temps. Mais on était là, donc on était là pour amuser les gens, mais on s'est amusé nous autres aussi. On a eu le temps un petit peu de marcher, on a eu le temps de voir parler avec des gens, de parler avec d'autres personnes, d'autres entreprises dans l'industrie. Donc, je vous lance la question, vu que j'ai fait commencer Luc tantôt, Sophie, tu peux commencer, mais ton impression, ton coup de cœur, go! Écoute, impression, c'est sûr que, comme on l'avait dit aussi dans le dernier podcast, les libéraux ont fait mal à ce genre d'événement-là. On aurait aimé ça qu'il y ait plus de partenaires, plus de fabricants ou plus d'exposants. Excusez, je cherchais le mot. Mais ceux qui étaient là, c'était de la qualité. Et ils offraient vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas un kiosque où ce que tu allais où est-ce que c'était pas intéressant, même si c'était même pas en lien avec des armes à feu, que c'était des vêtements tactiques, par exemple. Il y avait tout le temps quelque chose de très intéressant. C'est dans l'industrie. En lien avec l'industrie. Les gens, avec leur connaissance aussi, le genre de renseignements qu'on peut retrouver là-bas. Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse là, au niveau de la coalition qui avait le stage principal au TACOM, où est-ce qu'on a pu avoir des conférences des chiens German Shepherd. Écoute, il était vraiment incroyable. On a maintenant 2 membres canins supplémentaires au niveau du CCFR. Les conférences qu'on avait, notamment sur la relève dans le sport, mais au niveau féminin, l'implication des femmes au niveau du tir sportif, au niveau de la chasse et tout ça, vous savez que ça vient me chercher beaucoup, évidemment, c'est ma catégorie. Donc, ça, c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Les conférences de Rod aussi étaient très intéressantes. Et très éducatives aussi. Ça donne beaucoup d'argumentaires quand on rencontre les gens d'aller chercher ce genre d'informations-là. Mes coups de cœur, 2 choses. Première chose, je vais parler de Zach et je ne vais pas massacrer son nom de famille, Schegenwerberg, là, peu importe. En fait, qui est un des courtiers. Vous savez, j'ai déjà fait une capsule là-dessus du fait que je suis en assurance de dommages dans la vie. Je m'occupe principalement du programme d'assurance de la coalition au Québec au niveau de nos clubs de tir, au niveau de nos membres. Et j'ai pu rencontrer Zach, qui est en fait mon homologue torontois en Ontario, qui fait l'assurance. Fait qu'on a pu parler. Je vous dis ça vite comme ça, des beaux projets qui s'en viennent au niveau des certaines couvertures, au niveau de certains projets professionnels pour vous protéger. Club de tir, membres et tout ça, on est en train de travailler là-dessus. Et mon autre coup de cœur, puis là, un gros, c'est de ta faute, Luc Lépine.
qui vient me chercher. Je suis en train de regarder, voir, je me commande-tu une pizza ou une petite bœuf stroganoff? Puis là, je regarde ça avec mon ami Luc, puis Luc, il me dit, hey, t'as-tu vu le 410 en revolver? Luc, il sait que j'aime la chasse à la perdrix, puis le 410, j'adore ça, c'est mon calibre préféré pour le petit gibier. Fait qu'il me dit, t'as-tu vu ça? Fait que là, il me décrit ça un peu, mais juste à y voir l'affaire, je sais que ça vaut le détour, là. Fait qu'il m'amène là, il ramasse ça, il me montre ça. Vous allez voir ça là, passer dans notre podcast. C'est un Axor TR 410. En fait, c'est comme un fusil en revolver, en 410, carabine, full combiné, automatique, en single action, écœurant. Il pèse à rien, il est tactique, il est malade. Disponible en 2025. Ben, je l'ai précommandé, Colin de Bill. Je vais tout de suite rectifier le tir. Tu as dit automatique. C'est pas automatique, Non. c'est semi. J'ai dit semi-automatique. J'ai peut-être mangé le semi. J'ai peut-être pas. C'est semi. Ouais, c'est ça. C'est semi-automatique, là, parce que je répète, au Canada, il n'y a pas de full automatique depuis 1977. Bon, ça. OK. Ça, c'est dit. Semi-automatique. Je veux juste rectifier le tir au cas où qu'il y a quelqu'un de poli qui clippe Sophie en train de dire que c'est une arme automatique au Canada, puis que là, il se fasse rire d'eux autres encore une fois. Je précise, semi-automatique, 5 coups, OK? Et c'est non restreint. Fait que venez pas fou. Bon. Fait que c'est ça. Mais là, je capote parce que là, je sais pas quand je vais l'avoir. Ça, là, c'est quelque chose que dans notre industrie, là, il faut tellement se gérer parce que je sais pas quand je vais le recevoir. Mais bref, il est commandé. Fait que ça, c'était mon gros coup de cœur de Tactical Import qui était là. Qui avait des beaux produits, Outlet Firearms, qui avait un line-up de la mort. C'est incroyable. Les gens qui étaient là, des rabais de 40, 50, 60% sur des Ammo Bugs. Et il y avait plein de choses. C'est sérieux, j'ai fait le tour, mais il aurait fallu que je fasse le tour plusieurs fois pour réussir à emmagasiner tout ça. Okay, le Craft M qui était là aussi, qui est un club de Montréal, de notre région du Québec, qui était là avec un paquet de produits. C'était incroyable. Là. Il y avait vraiment un gros bout où est-ce qu'il y avait des allées pour magasiner tout ce que vous pouvez imaginer qui vient en équipement au niveau des armes à feu. J'ai même rencontré quelqu'un qui achetait sa première arme. Ça faisait 3 semaines qu'il avait son PPA. Puis là, il allait chercher sa première arme. Je vais être franche avec vous autres, je me souviens pas c'est quoi, là, parce que j'ai vu tellement d'affaires. Mais son sourire, ses yeux. Écoute, j'ai pas pu m'empêcher de le féliciter puis de vivre avec lui ce moment-là. Puis j'achète ma première arme puis je suis vraiment là, tu sais, l'engouement, c'était vraiment wow. Fait que tout a été wow, mais ces moments-là, ça a été mes moments à moi. Excellent. Merci, Sophie. Luc, vas-y. Moi, les gros points forts du salon TACCOM, premièrement, c'était mon premier salon TACCOM. Fait que c'était toujours impressionnant quand c'est ta première fois que tu y vas. Je ne cacherai pas que un hit du salon, c'était vraiment le range laser. Okay? C'était juste complètement fou. Le monde qui était là, qui en parlait, le line-up, ça n'a pas lâché. On ne peut pas passer à côté de notre kiosque voisin du CCFR qui était juste immense. Là. Il était immense, de toute beauté. C'était vraiment, regarde, un super beau salon. C'est sûr que moi, j'ai eu une petite préférence quand je me suis accroché les pieds une fois, 2 fois, 3 fois dans le kiosque de Cadex Défense. Moi, juste avant le fameux ban, puis moi, j'étais sur le bord de m'acheter une 50 BMG. Une belle Cadex Tremor, puis tout ça, puis j'avais économisé, puis tout ça, puis je fais comme, c'est des sous, c'est beaucoup de sous. Et il y a eu le fameux décret de 2020 qui a malheureusement mis fin à mes rêves. Okay? Mais là, t'es dans le kiosque
Et je parlais avec Patrice Picard, qui est le directeur des ventes de chez Cadex. On a fait une petite entrevue en plus avec lui. Et qui nous a présenté la CDX 40 en 3,75 Enabler, qui est le calibre présentement le plus puissant encore légal au Canada. OK. C'est de toute beauté, cette arme-là. OK? Ben, c'est dans le même prix qu'une 50 BMG, par contre. Là, il faut que tu sortes au moins 8000 pour avoir l'arme. Et comme il me disait, en plus, en primeur, là, ça l'a sorti depuis ce temps-là sur les réseaux sociaux, mais la tireuse américaine Lauren, qui commandite, ont eu 3 hits au King of 3 Miles. Fait que 3000, c'est 4,8 km. Wow! Et avec cette arme-là, on a été capable de faire 3 hits sur une plaque d'acier à 3000, 4,8 km. Quand tu regardes ça, c'est comme, ben, j'en veux une. Faut que tu aies un cornet pour écouter le ting! Ah non, c'est le fun, ça fait boum, puis t'as le temps d'aller au Tim Hortons de revenir avant que que ça fasse ping. d'entendre la pièce à l'autre bout. Mais non, c'est ceux qui font du longue distance, de très longue distance. Puis tu vois la balle passer, tu as le temps de la regarder. Exactement. Et je dis pas ça en petite primeur comme ça, mais on travaille fort pour aller de notre côté, Tireurs Amériques du Québec, aller essayer le King of One Miles éventuellement. Ah, cool. On a hâte de voir ça. Eh oui. Moi, de mon côté, ce que j'ai vraiment apprécié du TACOM, premièrement, évidemment, le laser range, c'est une chose intéressante, on était là pour ça, mais c'était les gens qui sont venus. Quand on fait des salons au Québec, c'est souvent, surtout quand c'est des gros salons, c'est souvent des salons mixtes. C'est des chasseurs, des pêcheurs, des gens qui font du camping, des gens qui font du bateau, des choses comme ça. C'est comme une population plus générale, si on veut. Là, c'était vraiment le TACOM, c'est ça, c'est le Tactical and Sports Shooter Conference. C'était tous des tireurs sportifs ou des gens qui sont intéressés par le tir sportif qui veulent entrer là-dedans. Donc, c'était pas tous des tireurs, mais c'est tous des gens qui avaient un intérêt pour ça et on l'a vu au laser range beaucoup, c'était fou. On n'a pas eu le temps de faire le tour du TACOM autant qu'on voulait à cause que c'était bordé de monde, le TACOM. Même si tantôt, Sophie, tu disais, il n'y avait pas autant, c'était pas la même envergure que les années précédentes. Et moi aussi, c'était ma première fois. Mais on se l'est fait dire quand même assez souvent. C'est pas aussi gros que ce l'était à cause de ce que les libéraux font. Mais la population Ah, c'est incroyable. Ça a pas répondait quand baissé. même. Ça Ouais. n'a pas baissé. Apparemment, il y a eu plus de monde cette année Ouais. que les années précédentes. Donc, l'engouement pour cet événement continue. L'engouement pour le tir sportif, pour les tireurs, pour les gens qui veulent avoir des permis, ça continue, ça lâche pas. Ouais. Et c'est à Toronto, là, c'est à Mississauga, là, fait en bordure de Toronto. Donc, écoutez, ça c'était quelque chose de très intéressant à voir. De passer avec nos chandails, ça c'était un petit peu surréel, puis de se faire lancer des commentaires. You guys are doing great work en anglais, vous faites du super bon travail. Avec le drapeau québécois, justement. Écoutez, c'était selon moi, je pense, un autre point très intéressant que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent au Québec. Souvent, les gens vont venir nous le dire, mais là, c'était vraiment crié quand on passait à côté dans la file, parce que nous, on arrivait avant, on passait à côté de la file d'attente. Donc, je dirais pas que c'est un coup de cœur, même si ça c'en est un quand même, mais moi, c'est un point marquant, je pense, du TACOM qu'il faut qu'on soulève, c'est que la population qui était là, premièrement, était très nombreuse et deuxièmement, était très intéressée, pas juste par de la chasse ou pas juste par de la pêche, mais vraiment par le tir sportif et compétitif. Et ça, je pense que c'est super intéressant. Ben, c'est Moi, surtout motivant dans notre domaine à nous, Sadi, puis Luc, tu sais, on se le cachera pas. On est souvent l'attaque des coalitions anti-armes, on est souvent l'attaque du gouvernement libéral actuel. On est souvent sous le spotlight à minute qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau de la violence armée. Mais là, de se retrouver dans un événement comme ça, où est-ce que l'enthousiasme, les encouragements, la motivation est au rendez-vous parce que ces gens-là viennent nous témoigner, viennent nous démontrer qu'on fait le bon travail puis qu'on a des résultats, inévitablement. Mais tu sais, c'est ça qui nous permet de continuer. Tu sais, je tiens quand même à rappeler qu'on est bénévole, que tu
Tu sais, quand on part là-bas, là, on n'a pas de rémunération, on n'a pas de salaire, on n'a pas rien, là. Je veux dire, on fait ça Par parce qu'on passion. est des passionnés, exactement. Mais de rencontrer d'autres passionnés comme ça, puis de nous dire, hey, moi, je suis content du travail, je suis content du travail que vous faites, puis de ce que vous apportez comme résultat, ben sans ça, il y en aurait peu de coalition, là. Parce que Mais, on carbure à ça, quoi, Luc? ouais. J'apporte un point juste pour relancer ça. Moi, de mon côté personnel, 2024, j'ai pris 4 semaines de mes vacances personnelles pour pouvoir assister aux événements, tout ça. Tu sais, à un Mhm. moment donné, c'est le fun de voir tu sais, le monde, le retour, OK, Exact. de ces personnes-là. Mais l'investissement en temps personnel qu'on met là-dedans, là, moi, si on me dit, là, tu prends 4 semaines de vacances à prendre, là, tu veux-tu les prendre, faire des choses chez vous, tu es avec ta conjointe, prendre des vacances, aller ailleurs, dans un autre pays? Non, non. Je Non, l'ai non, fait. non, non. J'étais dans un show. On a fait, puis là-dessus, j'ai été malade comme le pas possible Ah tout de suite oui, ah après-midi. oui, Mais nos là, hey, salons. mais là, on s'est repris au Tacom, par exemple. On Ah a oui, Mais on venu s'est avec repris. notre petit kit de Purell puis notre petit kit de ah wipe oui. pour Oh wiper au oui, laser range. On dit oh aux gens, oui. Jeannette, on n'a pas personne tombé malade, je pense, fait que ça a bien fonctionné C'est cette ça. fois-ci. Tu sais, Mais pour ramener là-dessus, qu'on dit que, tu sais, on est quand même, je pense, très, très, très commis dans cette organisation-là. Puis on a le vouloir de faire avancer les choses. C'est pas tout le monde qui brûlerait tu sais, leurs leurs vacances, vacances, tout ouais. ça, leur temps personnel en faire autant. Puis, tu sais, c'est une belle petite tape dans le dos de ce monde-là. Il dit, good job, guys. C'est le fun d'entendre. C'est Mhm. vraiment le fun d'entendre. ben Moi, c'est ça qui nous je vais permet juste revenir rapidement avec d'avancer. parce que j'ai mentionné que ça c'était quelque chose que je voulais noter, mais c'était pas mon coup de cœur. Moi, c'est un coup de cœur deux en un parce que c'est le même coup de cœur, mais c'est venu de deux kiosques. Et les deux kiosques, ça a été Kodiak Defense et Crusader Arms, deux compagnies canadiennes qui, avec tout ce qui se passe autour des lois sur les armes à feu, avec C-21 notamment, avec le gel, pas le gel, excusez-moi, avec le décret de mai 2020 qui bannit les armes d'assaut, hein, entre guillemets, qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi, qui trouvent des façons d'innover et de faire de l'ingénierie au niveau des armes à feu pour être capable de remplir les conditions de ces 21 pour être capable de sortir des nouvelles armes à feu. Donc, la Kodiak Defense, vous connaissez tous le WK-180C qui est sorti quelques minutes après le décret de mai 2020. Ils ont sorti une génération 2. Là, ils viennent de sortir la génération 3 de cette arme. Et la génération 3, pour ne pas contrevenir à C-21, parce que la C-21 dit que si on fait une nouvelle arme à feu, il faut que ça soit. Il y a certaines conditions, notamment, il faut que le chargeur ne puisse pas accepter plus que 5 cartouches. Il faut que ce soit une arme qui est faite en conséquence de ça, donc on ne peut pas réutiliser des magazines. C'est ça, donc on ne peut pas réutiliser les magazines d'AR-15. Dans ce cas-là, si on ferait une nouvelle arme à feu. Ben, Kodiak, ils ont décidé, ben écoutez, on va juste faire un upper, parce que le lower reste sensiblement le même, donc on va juste faire un nouveau upper, redesigner au complet le upper, et vu que ça n'est pas considéré comme une arme à feu, ben on tombe dans on est quand même correct avec le C21, et ça nous permet justement de prendre un lower Gen 1 ou Gen 2 et d'upgrader ça à Gen 3 juste en changeant le upper. Présentement, ils vont vendre des armes complètes, ils m'ont dit, mais éventuellement, ça va être des upgrade kits. Donc, si vous avez déjà un Gen 1 ou un Gen 2, vous voulez faire une upgrade sur votre kit, Ouais. vous allez pouvoir éventuellement le Le faire. kit va être disponible séparément, c'est ça, Exactement. exact. Et Crusader Arm, qui eux autres ont regardé ces 21, ont regardé c'était quoi les conditions pour faire une nouvelle arme, et ils ont dit, ah, on va faire de quoi là-dessus. Est-ce que ça va accrocher le monde? Est-ce que les gens vont l'acheter? Ça reste à voir. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment fait spécifiquement pour le marché canadien ici. Euh, L'arme, ceci dit, elle est très belle. On la regarde. euh, je dirais c'est probablement l'arme qui remplace le R15 qui est que le look le plus sporting qu'on pourrait avoir. Je sais pas comment le dire en français, mais qui,
Elle n'est pas lourde. Ça, c'était un des problèmes de la Gen 1 sur le WK-180. Elle était quand même assez lourde comme arme. Ils ont amélioré ça avec le Gen 2 et avec le Gen 3. Mais là, la crypto de Crusader Arms, très légère, très manœuvrable. Beaucoup de pièces compatibles qui sont déjà sur le marché. Le upper et le lower qui sont différentes. Donc, on vient redesigner le upper et le lower, mais beaucoup de pièces compatibles. Donc, on n'a pas besoin de réinventer toutes les pièces. On peut déjà utiliser ce qui est disponible sur le marché pour personnaliser notre arme à notre goût. Donc, encore une fois, des belles innovations qui viennent des manufacturiers canadiens pour essayer de continuer à faire notre sport. Puis moi, ça a été un coup de cœur parce qu'on voit que même avec les nouvelles lois qui tombent, les gens ne baissent pas les bras. On va trouver une façon de continuer à faire notre sport jusqu'à ce que soit qu'on gagne notre pari, notre mise, ou que ils bannissent tout et qu'on ne puisse plus rien faire. Je vais juste faire une petite parenthèse rapide. Là. Si vous voulez avoir les détails des armes que Sadie vient de décrire, vous pouvez aller sur X ou Twitter, sur la page de Police se souvient. Ils vont toutes les sortir une à une parce qu'ils sont tellement pas d'accord au fait que ces marchands-là se sont adaptés aux règlements qui ont eux autres mêmes aidé le gouvernement à mettre en place. Mais vous pouvez voir, il y en a au moins une ou deux par jour qui sortent sur leur compte Twitter. Puis avec leurs commentaires, là, comme quoi que ces armes-là détournent les lois. Ça serait drôle à. Donc, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de plaisir à regarder ça, je vous le dis. Je viens d'avoir un flash. Admettons que tu s'en vas sur la page de Police se souvient, puis que tu laisses des commentaires comme je peux pas attendre que ça sorte, je peux pas attendre que ça sorte pour que je la jette, ou c'est où que je peux me l'acheter, pouvez-vous me donner un lien, tu sais, des liens comme ça sur leur Twitter à eux autres, ça serait drôle. Je te confirme qu'il y en a, je te confirme qu'il y en a qui vont même mettre jusqu'à leur facture de précommande ou des choses comme ça, de type d'armes comme ça, tu sais, ils vont assurer leur adresse, certaines informations personnelles, mais ils vont leur dire, hey, sérieux, merci beaucoup, vous êtes les meilleurs vendeurs. Tu sais, je savais pas que ça existait, merci beaucoup, venez de me créer un besoin. Donc, mais tu sais, c'est ça. Puis ils vont jusqu'à dire que les fabricants vont contourner. Mais non, les fabricants, ils contournent pas. Ces fabricants-là se conforment à la loi, s'adaptent à la loi pour continuer la pérennité de notre sport. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'on s'attaque pas à l'arme. On veut s'attaquer à l'action, au sport, à l'outil, à tout ce que ça englobe, mais pas nécessairement à ce qu'on dit en début de podcast pour en revenir à la sécurité du public. On y va vraiment sur... C'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que Tacom, c'était vraiment une expérience. Je pense qu'on a trouvé ça incroyable. Puis même entre nous autres, là, tu sais, on a partagé ensemble un Airbnb. On est revenu avec 3 millions 28 000 quelques cents projets. Là, à chaque fois qu'on parlait sur le trajet, il y a tout le temps des projets qui se rajoutaient. Mais tu sais, le pire, c'est quand on fait ça, on pense tout le temps à vous autres. Tu sais, on pense tout le temps à nos auditeurs, on pense tout le temps à nos membres, on pense tout le temps à nos événements, puis à qui on va rencontrer là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit souvent, tu sais, si vous avez des idées, des commentaires, tu sais, on vous écoute vraiment, là, dans le sens que si on serait pas là avec le partenariat qu'on a maintenant avec la coalition, si c'était pas de vous autres, de votre participation, mais on veut qu'on vous continuiez de participer. Donc, évidemment, laissez-nous en commentaire ce que vous avez besoin. Puis autant pour les tireurs dynamiques du Québec, si vous avez des idées, dire hey, moi, j'aurais une gang, on serait peut-être 5-6, on aimerait ça peut-être une journée d'initiation pour tel tir d'arme, bien, contactez les tireurs dynamiques du Québec. Ils peuvent vous faire une formation, je vais vous dire, à la carte. On va dire ça comme ça, Luc, peux-tu me permettre de dire ça de même? Si je te contacte, là, puis j'ai une idée de projet, mettons, là, je vais amener mes 8 collègues de travail s'initier au tir. Je peux vous contacter, puis on s'organise quelque chose? Toujours moyen de faire quelque chose. Et voilà, je sais. Il est arrangement, ce Luc-là, ça n'a pas d'allure. Fait que sur ce, moi, il reste juste un petit segment on va aller voir. Comme vous le savez, c'est la période de la chasse qui a commencé ou qui commence éminemment. Évidemment, chasse à l'arbalète avant, chasse avec l'arme à poudre noire, mais les armes à feu aussi vont suivre. Donc, on va faire un petit segment avec notre ami Bruno de Camo Armurier, qui va être un petit peu plus présent, justement, sur notre podcast. On parlait de nouveautés, mais je pense qu'il va vouloir... Il l'avait déjà mentionné quand il était passé en interview sur notre podcast, mais là, il a réitéré, il m'a appelé, il dit, faut qu'on fasse des choses ensemble plus souvent, c'était super le fun. Donc,
on a décidé de faire peut-être le coin camo, hein, pour Camo Armurier. Le coin camo. Donc, il va. Si vous restez avec nous, si vous êtes des chasseurs et vous voulez savoir des petits trucs pour préparer votre arme, ben restez avec nous. Il reste ce segment-là. Et puis, ben écoutez, on y va tout de suite. Bonjour la gang, bienvenue au coin camo avec Bruno Venn de Camo Armurier. Merci Bruno d'être avec nous aujourd'hui. Tu voulais nous parler de la préparation de notre arme avant la chasse. Évidemment, la période de la chasse s'en vient à grands pas pour la chasse à l'orignal, le gros gibier, le chevreuil, évidemment. En tant que chasseur, on met tellement d'efforts pour réussir notre chasse, la préparation du terrain, les caméras de trail, l'appâtage, le contrôle des odeurs. Il me semble que s'assurer que son arme est bien maintenue, c'est tellement primordial. J'assume que ce que tu vas nous dire aujourd'hui, c'est valide peu importe la saison de la chasse. Ça peut être pour la chasse du printemps pour l'ours, ou que ce soit en ce moment la chasse à l'orignal, dans certaines zones est commencée. Quand on sort notre arme qui était en entreposage, serré pour tout l'hiver, le printemps, puis mettons que vous n'allez pas à l'ours au printemps, puis là vous rendez à l'automne ou quoi que ce soit, idéalement, il faudrait le faire quelques semaines minimum, si c'est pas quasiment un mois, avant votre date de chasse. Qu'est-ce qui pourrait arriver si on ne prépare pas adéquatement? On a des surprises, que tout ne fonctionne pas bien, que ce soit l'écran de sûreté, que ce soit le mécanisme de la culasse qui reste coincé, une chose comme ça, le télescope qui ne fonctionne pas plus bien. C'est de la prévoyance. C'est moins pire qu'avant, mais aujourd'hui encore, en ce moment même, là, j'éteins des feux. Pourrais-tu nous donner un exemple? C'est le gars qui va au chantier et puis qui part le vendredi suivant. On est le lundi, qui part le vendredi à la chasse. Il se rend compte que son arme ne fonctionne plus bien, qu'on essaie de faire des miracles pour que l'arme soit prêt pour la personne. Donc, ce qui est important, moi je dis au minimum, souvent je vais dans des conférences de formation de chasse et puis je dis toujours aux gens, c'est pas normal que moi, durant l'été, j'ai le temps de jouer au golf puis de faire du barbecue, me baigner. Je devrais être dans le jus pendant le mois de juillet et août. Donc, il faut faire une maintenance sur nos armes, comme nos véhicules automobiles, par exemple. Exactement, c'est la même chose. N'oubliez pas, c'est l'outil ultime, c'est votre outil ultime. Vous allez dépenser des milliers de dollars à une chasse, que ce soit avec des VTT, location de chalet, quoi que ce soit. C'est sûr qu'on va en chasse aussi pour la nature, pour relaxer, tout ça. Je suis moi-même chasseur. Mais, si votre outil ultime pour récolter l'animal que vous êtes allé partir chasser est pas prêt, bien, ça donne rien. Tout ça est, bon, vous allez passer une belle semaine en forêt, relaxé, jaser avec des amis. Explique-nous le processus. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Vous sortez votre arme pour la chasse, on va prendre pour acquis que l'arme, avant d'avoir été entreposée durant tout l'hiver, a été nettoyée. Que vous avez bien graissé l'intérieur ici et que le canon a été rempli assez solidement d'huile pour l'entreposage. Parce qu'oubliez pas, l'huile, là, ça ne fait pas de miracle. C'est juste là pour protéger l'arme contre la rouille et lubrifier certains points de friction. L'important, avant d'aller au chantier, c'est de dégraisser cette arme-là. C'est d'enlever toute la graisse qui est dans le canon et tout ça, parce que on veut pas faire comme de l'eau et de la farine. À un moment donné, ça va faire de la colle. Ça va être jamais, vous allez aller au chantier, votre balle, votre carte, vous allez avoir tiré une balle, la douille va prendre l'expansion dans la chambre, dû à la chaleur, puis après le coup, là, vous ne serez pas capable de l'extraire, parce que l'espace à l'intérieur de la chambre, il est réduit dû au fait que c'est rempli de résidus de type et de poudre, mêlé avec ça avec de l'huile. Donc, pour éviter cette situation, on doit nettoyer. C'est quoi les endroits où on devrait enlever la graisse avant de tirer, évidemment, au club de tir, peu importe? Enlever toute la graisse qui est à l'intérieur ici, la section où la culasse se place, la chambre, le canon, tout dégraisser ça. Cette idée, pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose pour nettoyer. Là. Si c'est bon pour des moteurs, c'est bon pour une arme. Seule chose, nettoyer à frais. Petite parenthèse, il faut que ça soit sans chlore. Parce que le chlore étant donné plus fort, c'est comme l'ammoniac, ça peut nuire, ça peut même endommager l'intérieur de votre canon. Donc, nettoyer à frais sans chlore ou tout autre produit qui est reconnu pour être un neutralisateur dans les produits de nettoyage d'armes. Moi, je pense ça.
C'est pas compliqué, là. Je passe une bouteille facilement aux 2 semaines pour nettoyer les armes, les parties du mécanisme, quoi que ce soit. Je m'en sers énormément. Donc, usage d'un dégraisseur sans chlore, bien important comme tu le disais pour éviter la corrosion. Évidemment, tous les magasins de chasse vendent des produits spécialisés, spécifiquement faits pour les armes, mais c'est un backup, si tu dis, comme tu le disais, là, tout le monde peut trouver ça facilement. On a un dégraisseur. C'est quoi la prochaine étape? On nettoie l'arme, on enlève la botte. On dégraisse la botte à l'extérieur, on nettoie le bout, on enlève la graisse qu'il y a dessus. Et déjà, là, voyez-vous, je l'ai faite, moi. Fait qu'on nettoie la botte, on enlève toute la graisse qu'il y a avec ça. On prend, on nettoie le canon. On passe une guinée, toujours dans le sens du canon. On ne revient pas. Une guinée, je vois pas. Si on est capable de se permettre, on prend une tige de nettoyage, une pièce, si possible, en carbone. Parce que l'aluminium, c'est court, c'est léger. C'est ce qu'on retrouve plus souvent dans les magasins de chasse et pêche. Ça peut endommager le rifling à l'intérieur du canon. Essayez d'avoir une tige, une des plus longues possibles, pour pas que quand vous poussez, la tige se retrouve au-dessus de l'arbre et que j'ai à travailler au-dessus de la crosse. Tout simplement pour éviter d'endommager n'importe quelle section de l'arbre avec la poignée de la tige. Je mets toujours une guédée. Quand je nettoie avec la crosse, surtout si elle est en bois, pour protéger ici, et j'en mets une par-dessus le télescope. Prendre un coton, on va prendre la grandeur du coton adéquat pour l'arbre, et on va l'introduire comme ça dans le canon, avec enduit de nettoyeur à frein. Le nettoyeur à frein, c'est comme de l'alcool. Après un certain temps, ça s'évapore. Fait qu'on n'a pas besoin de le ressuyer. C'est de dégraisser l'arme au complet. OK. Fait que là, on a dégraissé, mais on va pas tout de suite au chantier. Right? Avant de vous rendre au chantier, c'est de vérifier vos points d'attache. Souvent, j'entends, je suis allé au chantier, ça allait bien l'an passé, là, je tire tout croche d'un bord puis de l'autre. Pose quelques questions pour se rendre compte qu'au bout de la ligne, mais les points d'attache se sont relâchés un peu. Quand je parle de points d'attache, on parle de mécanisme à verrou. OK? On oublie les semi-automatiques puis à pompe. Normalement, vous avez 2 vis en dessous qui retiennent le canon à la crosse. Si ces 2 vis-là se relâchent, ça se promène d'un bord puis de l'autre, puis la précision prend le champ. Là. Ça se lance pas tout seul quand même. J'imagine que c'est pas juste le fait d'avoir tiré un quart ou une demi-boîte la saison dernière qui fait en sorte qu'on doit faire cette vérification-là puis rechecker nos attaches. Vu d'humidité ou quoi que ce soit, changement de température fait que métal et bois travaillent indépendamment de l'autre, fait que peut se permettre que les vis peuvent se relâcher. Donc, les vis ici, moi, ce que j'ai comme outil, c'est le Fat Wrench qu'on appelle de Wheeler. C'est un tournevis dynamométrique qu'on appelle, qui vous permet de calibrer la force dont vos points d'attache sont serrés. Quand on parle d'ici, des points d'attache, c'est les 2 vis. La vis du recoil en avant, et la vis qui retient l'autre section arrière. Je vais toujours à 35 livres. Un qui va à 30 livres. 35 livres, c'est excellent. Il y a un bon retenu. Puis souvent, j'entends les gens qui veulent mettre du Loctite là-dedans. Pas besoin. 35 livres, tout va être bien tenu. C'est rare que ça va se relâcher avec le temps. Ensuite de ça, on va dessus. On y va avec le télescope. Dans ce cas-ci, ma monture ici, moi, c'est une monture style Leupold. Donc, il n'y a pas de vis sur le côté ici, à part les 2 vis en arrière pour ajuster l'angle du télescope parallèlement à la carabine. Et si on prend un télescope comme celui-là ici, jusqu'à des montures Wheeler, oups, bon, j'en ai perdu une. Vous avez 2 vis de chaque côté ici. Ces vis-là, on va les serrer aussi, pour être sûr qu'ils soient serrés à 30 livres. Tout ce qui est des vis, des anneaux qui retiennent le télescope, je ne veux pas nommer de compagnie parce que je ne suis pas commandité par une compagnie, mais Vortex, comme exemple, recommande d'aller à un maximum de 18 livres. Moi, je me donne un buffer, j'y vais à 15 livres. C'est en masse. Encore là, pas nécessaire d'utiliser du Loctite. Mais si vous voulez en mettre, on va y aller avec le bleu à du 2,42. On touche pas au rouge. Parce que le prochain gars, si vous, un jour, vous voulez changer votre télescope, vous allez vous haïr. Tournevis dynamométrique, on trouve ça où? C'est-tu dispendieux? Tournevis dynamométrique, on peut retrouver là, dans tous les magasins de chasse et pêche, que ce soit Cell, Canadian Tire, ProNature, quoi que ce soit. Ça a un certain prix, mais c'est un outil qui est quand même
important pour quelqu'un qui aime prendre soin de ses armes puis qui aime être autonome par rapport à l'entretien de ses armes. Donc, ça vaut quand même l'investissement. Pour résumer, dans le fond, on a dégraissé, on a resserré nos attaches. C'est-tu le temps de les tirer, finalement? Au chantier, on va ajuster l'arme. La plupart du temps, les jambes, le standard, c'est de 0 au 100. Normalement, si tous vos points d'attache sont corrects, que votre arme a été nettoyée puis que la chambre est libérée de tout résidu de tir, vous ne devriez pas avoir de problème à ajuster votre arme. OK, fait qu'on fait nos ajustements pour élévation et la dérive. Dans le fond, on enligne notre point de visée avec notre point d'impact. Une chose que là, on ne fera pas ici devant parce que ça prend un certain temps, c'est de s'assurer que le télescope est encore stable, qu'il est toujours de niveau avec la carabine, dans ce sens-là ici. Autrement dit, si la carabine est comme ça, que le télescope ne se retrouve pas penché vers la gauche ou vers la droite, qu'il soit le dessus du télescope, soit en ligne avec la carabine. Ça augmente la précision de l'arme, puis que ça l'empêche d'avoir à faire des ajustements qui vont être erronés dû au fait que le télescope n'est pas parallèle à la carabine. C'est quoi notre objectif au champ de tir, au club de tir? C'est pas de se pratiquer, là. Tu penses comme moi, je pense. Je suis certain qu'on devrait se pratiquer pas mal tout au long de l'année. Là. C'est pas juste une fois que la chasse arrive, il faut se pratiquer. C'est vraiment tout au long de l'année qu'il faut garder nos habiletés affûtées, on va dire ça comme ça. Vous en êtes là pour ajuster votre arme pour la chasse. Donc, elle s'attend au maximum 6 balles, 600 balles. Une fois que l'arme, vous avez tiré, votre carabine est ajustée, mettons 0 à 100, touchez plus à votre arme. Il n'est pas question de la renettoyer. Parce que quand vous allez être à la chasse, ce qui va sortir d'ici au bout du canon va être le même résultat normalement que quand vous étiez au chantier. Elle est prête pour la chasse. Vous la nettoierez en revenant de la chasse. Donc, une fois qu'on a terminé, pas besoin de renettoyer, immédiatement. Ça nous sauve du temps un petit peu, évidemment, mais rendu là-bas, rendu à la chasse, t'as-tu des trucs pour nous protéger ou pour protéger plutôt l'arme à feu contre les intempéries? Petit truc à la chasse. On aime se promener avec la carabine sur l'épaule. Souvent du temps, mais à la chasse, il va y avoir des journées pluvieuses, il va y avoir des journées humides ou quoi que ce soit. Donc, il faut, à un certain moment, être capable de prévoir, de protéger son arme tout en la gardant, optimum pour la chasse. Moi, j'ai un petit truc, les gens capotent quand je leur dis ça. Vous voyez, c'est ma carabine, elle est anti-recul aussi. Tape électrique. Bon vieux tape électrique. Tape électrique, là, j'ai sorti des ciseaux. Je n'en sers pas. Oui, il y en a qui disent qu'on peut le faire 2 fois. Moi, j'y vais une fois comme ça sur le dessus du canon. Juste pour boucher. Juste comme ça. Et ensuite, étant donné que j'ai un anti-recul, je vais le couvrir au complet. Mais la personne qui n'a pas d'anti-recul peut faire juste un tour comme ça. C'est son arme. Puis l'intérieur de votre canon va être protégé. Inquiétez-vous pas, là. Ça ne change aucunement la précision de votre arme. Alors, lorsque vous allez faire le tir, la force du souffle va faire décoller le tape électrique, et la balle va passer, il n'y aura plus de tape électrique qui va être là. Il va avoir déjà, il va déjà avoir été, comment je dirais ça, je cherche mes mots, là. Il va être décollé déjà. Je pense que tout le monde a peut-être une certaine hésitation ici. Là, boucher le canon, c'est généralement déconseillé, non? On a tout été averti de ne pas faire ça. Par expérience moi-même, ça fait, je vous dirais, 7-8 ans que je m'en sers, que je fais ça. Et puis, même moi, j'avais mes doutes au début. Et puis, j'ai récolté des chevreuils, parce que je suis chasseur de chevreuils, là. Et j'ai récolté des chevreuils sans aucun problème. Et puis, la balle a pénétré où ce que je visais. Ça ne change en rien, aucunement, la précision de l'arme par rapport au tape électrique. Donc, ce que tu nous dis, aucun impact sur la précision, mais il ne faut pas abuser sur la quantité de tape électrique non plus, là. Devrait-on faire attention à l'entreposage de l'arme lorsqu'on revient du camp de chasse, par exemple? Si possible, éviter les chocs thermiques. Alors, je m'explique, surtout la chasse, vers la fin de la chasse à l'orignal ou la chasse au chevreuil, on peut avoir d'énormes variations de température entre ce qui est à l'extérieur et dans le chalet. Surtout si le chalet, en plus de ça, vous avez 2-3 bûches qui brûlent dans le foyer, puis tout ça.
que vous partez de du moins 5, moins 10 à l'extérieur, puis vous rentrez dans le chalet, ça fait 23, 24, 25, 30, la température, quoi que ce soit. C'est du matériel, c'est du métal, c'est du bois. Ça travaille au changement de température. Ça peut amener à créer de l'humidité, que votre âme, la rouille pogne là-dedans, que même que ça va déjà ajuster votre âme. Si possible, la laisser sur la galerie, surtout si c'est une véranda, vraiment couverte ou quoi que ce soit. Ou, au pire, aller la laisser dans votre véhicule, tout en étant sûr d'enlever la culasse, parce que là, vous n'avez plus contrôle de votre arme. Évidemment, on suit toujours les bonnes pratiques d'entreposage et de transport de l'arme là, pour éviter les accidents. Il faut toujours penser sécurité en premier. Mais après ça, OK, là, on essaie d'éviter les chocs thermiques, mais on met-tu un produit, une huile, on applique-tu quelque chose si on la laisse comme ça à l'extérieur? Puis, si vous arrivez au chalet, vous la laissez sa galerie, il y a un tissu ici qui est rempli de silicone. Plusieurs compagnies le font. Vous allez le retrouver dans tous les centres de chasse et pêche. C'est un tissu au silicone qui va nettoyer et protéger votre arme aussi. Quand vous revenez de la chasse, il n'y a plus ou quoi que ce soit d'humidité dessus, oui, que d'eau dessus. Prenez une guenille ordinaire et ensuite vous prenez ce tissu de silicone-là que vous passez partout à travers l'arme, sur le bois, sur le télescope ou quoi que ce soit. Le silicone qui se retrouve, vous voyez, il y a un peu de... Sur mon télescope, on le voit, il y a un petit peu de liquide qui s'étend partout dessus. Oui, exactement. Un résidu quelconque de silicone qui s'étend dessus et qui va protéger votre arme. Ça, vous pouvez aussi le faire avant l'entreposage de l'arme. Vous avez à l'intérieur mis de l'huile en masse quand vous avez entreposé votre arme. À l'extérieur, passez une guenille de silicone dessus. Et puis, ça va protéger votre arme. On est allé chasser. On est de retour à la maison. Là, on met pas ça dans le coffre. Hein? J'imagine qu'on doit, comme tu avais assumé au début, faire une certaine préparation, régresser l'arme avant de l'entreposer, au minimum. La plupart des gens, quand ils reviennent de la chasse, ben, ils veulent passer à d'autres choses. Fait que souvent, même, l'arme reste dans l'étui. Et ils serrent l'étui quelque part et ils retrouvent leur arme l'automne suivant. Et à ce moment-là, ben, ils ouvrent l'étui pour savoir s'il n'y a pas de surprise qui se présente là. Que la mouille ne s'est pas manifestée un peu partout, quoi que ce soit. Ce principe-là, je pense que ça s'applique pas mal à toutes les armes, tous les types d'armes, j'imagine. C'est bon pour toutes les armes, ce principe-là de nettoyage et d'entretien de précision. Bien entendu, quand vous parlez d'un fusil, c'est un fusil qui est pour la sauvageuse, mais il n'y a pas de télescope. Mais le fait de vérifier que toutes les vis sont bien vissées, que même la crosse en arrière, là, vous avez 2 vis ici, mais la crosse d'un fusil peut relâcher. Vous avez la grande rod à l'intérieur de la crosse arrière. Et puis, ça peut relâcher, ça. L'inspection rapide peut donc nous sauver d'une mauvaise surprise, arriver devant notre proie. Comme je disais au début, ça devrait faire partie du processus en tant que chasseur. Au pire, si on n'est pas confortable de faire ça nous-mêmes, ben on amène ça chez Bruno. Hein? Écoute, Bruno, comment est-ce qu'on te joint? On te retrouve où? J'ai ma page Facebook, Camo Armurier. J'ai mon site internet où est-ce que mes services apparaissent dessus. J'ai même les prix dessus. camoarmurier.com. Écoute, merci Bruno d'être venu nous parler du sujet qui est très d'actualité, comme je disais tantôt. On va sûrement se reparler à la conclusion de la saison de chasse. On s'échangera des histoires. Et puis, on va sûrement faire d'autres chroniques là, du coin Camo. Merci encore. Merci à toi. Donc, j'espère que vous avez apprécié les conseils de Bruno. Certaines personnes vont sûrement en prendre usage hein, de ces conseils-là. Donc, on va voir. donc comme je vous disais tantôt, on va avoir d'autres segments avec Bruno et on va faire des petits segments avec lui une fois de temps en temps. Des fois, ça va être avec toute la gang. Là, c'était juste un petit... On voulait sortir ça rapidement parce qu'on voulait pas couper le podcast de TACOM, mais la chasse s'en vient à grands pas. On voulait pas attendre un autre 2 semaines avant de sortir l'information. Donc, merci à Bruno. Tout le monde est dans le bois, il n'y a pas personne qui a du réseau. Ouais, non, mais téléchargez le podcast d'avance puis écoutez-le pendant que vous êtes dans le bois ou quand vous êtes dans le cache. Problème réglé. Exactement. Donc, non, c'est ça, on va remercier Bruno d'être passé nous donner un petit peu de conseils sur ça. Puis, si vous êtes chasseur, écoutez, c'est un super bon gars. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir, comme nous, il veut sortir l'information. Sa mission s'aligne avec la nôtre. Et donc, c'est pour ça qu'on veut continuer avec lui.
Donc, sur ce, petit mot de la fin, Sophie. Écoutez, continuez de nous suivre plus régulièrement. Vous allez avoir des nouvelles, comme je vous disais dans le petit vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, des nouvelles qui nous proviennent du Canada, qu'on va transformer à la saveur du Québec. Continuez de nous encourager, de venir nous rencontrer dans nos différents événements. On le répète pas assez, mais continuez de promouvoir votre sport, promouvoir le fait que vous êtes un fier propriétaire d'armes légales, puis que vous faites pas partie du problème qui est véhiculé par les médias ou par les groupes anti-armes. Amener quelqu'un tirer, il y a quand même, tu sais, bon là, la période hivernale arrive, fait que certains clubs de tir vont fermer. Renseignez-vous, il y a toujours des clubs de tir intérieurs, il y a des clubs de tir qui sont ouverts quand même l'hiver. Donc, il y a quand même possibilité de pratiquer son tir. Sinon, on va vous revenir avec les prochaines dates aussi pour ce qui est des salons. Ça s'en vient à grands pas. Donc, si vous avez quelque chose à prévoir, éventuellement, on va vous revenir avec ça. Les contenus, les conférences qu'on va produire là-bas. Encore là, on va être là avec notre range au laser, du swag CCFR, notre bonne humeur, plein d'argumentaires pour discuter avec ma tante Ginette, mon oncle Régent dans les prochains parties de Noël. Bref, restez à l'affût pour avoir plein de nouvelles, plein de nouvelles éducatives et frustrantes. Des fois, quand on parle de politique, des fois, ça peut être frustrant. Mais suivez-nous, sérieusement, vous êtes notre motivation. Fait que si on le fait pour vous autres. Fait que vous êtes vraiment nos piliers, en fait. Qui sait, Sophie, on aura peut-être un cadeau de Noël d'avance cette année, là, si Papa Blanchette tente de garder son mot. Hey, moi, c'est mon anniversaire le 25 décembre. Là, fait que, Yves, t'as pas le choix. Là, faut que tu me fasses ça comme cadeau. Kick out Trudeau. Let's go. Luc, petit mot de la fin. La prescription habituelle, hein, qui est... Bayamo. Bayamo. Puis, on ne gâchera pas, là, dans pas tellement long, les températures plus froides vont arriver. C'est le temps des fêtes. Après le temps des fêtes, c'est la nouvelle année. La nouvelle année vient avec les augmentations. Donc, ça veut dire quoi? Acheter de l'amour tout de suite, avant que ça l'augmente. Exactement. Et voilà. Non, pour... Soyez sages d'avoir des cadeaux de Noël. Oui. Pour être un petit peu plus sérieux, oui, comme dit, faites un petit like, partagez. OK? Ça, c'est tout le temps le fun, là, comme dit, partagez ça, c'est comme partager la bonne nouvelle. Puis, c'est ça, de notre côté, comme nous dit, le 5 octobre, on va avoir notre initiation pigeon. Je vous le dis, là, il reste 5 places. Ça s'est rempli. Oui, wow. Ça serait... tant mieux. Fait que, il reste encore 5 places. C'est un heureux problème. Puis, on va avoir du fun cette journée-là. On va en profiter pour jaser avec du monde, faire des belles images, des petites vidéos, puis faire des petits montages aussi. Puis, c'est ça. Fait que de mon côté, c'était pas mal le mot de la fin. C'est un rendez-vous avec tout le monde. Puis comme on dit, 5 places, faites ça vite. On est mercredi aujourd'hui au moment où on enregistre. Ça va sortir dimanche, ce podcast-là. Donc peut-être qu'il y aura peut-être plus déjà de place, mais sinon, faites vite. Ça va partir. Ça prendra pas de temps. Moi, mon mot... Quand on n'a pas d'armes dans les mains, là, on est vraiment fou, la gang. Sérieux, je pense que vous n'avez pas idée de toutes les niaiseries qu'on peut dire et qu'on peut faire. Sérieux, vous allez passer une super belle journée. Je vous invite à venir le 5 octobre. Vous pouvez aller sur la page Tireurs Dynamiques du Québec pour retrouver toutes les informations. Puis je pense que ça dit, on est capable de mettre ça dans les commentaires. Oui. De toute façon, je pense que je le faisais dernièrement, mais je vais mettre le site du Tireurs Dynamiques directement, puis même peut-être un lien directement pour l'inscription. Mais dépêchez-vous, comme on dit. Moi, mon mot de la fin rapidement. Vous avez fait le tour, mais je veux lancer un petit remerciement à la CCFR de prendre l'initiative, parce que dans le fond, c'est eux qui ont offert de nous supporter. Ouais. Et je pense que la meilleure façon de les remercier de ça, c'est de vous inciter, et on fait pas ça parce qu'on est sponsorisé, comme je vous dis, on est évidemment des field officers, des bénévoles pour eux, mais je pense que la meilleure façon de leur prouver que le Québec est derrière eux et que le Québec, il y a une culture
saine d'armes à feu pour la chasse et le tir sportif, ben, c'est de devenir membre d'une organisation comme la CCFR. Évidemment, il y a d'autres organisations, mais à cause qu'on est évidemment On va prêcher pour notre paroisse. c'est ça, exactement. On est le partenaire non officiel, le podcast non officiel francophone de la CCFR. Ben, on va vous dire, si vous avez une seule place où est-ce que vous devez être membre, ben, c'est bien le CCFR qui devrait passer en premier. Allez vous abonner. Quand on fait des salons, il y a plusieurs salons. Il y a la CABC où est-ce qu'on a toujours un kiosque. Il y a évidemment les gros salons. Il va y avoir un salon à la fin janvier, début février à Saint-Hyacinthe. Il va y avoir le salon de Québec en mars. On aura, comme Sophie disait tantôt, les dates plus précises un petit peu plus tard. Et si la meilleure façon, c'est de venir nous voir justement dans ces salons-là, on va probablement faire aussi un petit tirage pour faire gagner des places, comme on avait fait l'année dernière, si Catherine veut bien nous en donner, probablement. Pas de pression, Catherine, si tu nous écoutes. Mais mais venez nous voir, devenez membre, achetez du swag. Je le dis souvent quand on est au kiosque, c'est comme ça que la CCFR se finance. On ne reçoit pas d'argent du gouvernement, on ne reçoit pas d'argent des compagnies d'armes à feu. C'est le lobby des armes à feu, mais c'est pas le lobby comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les compagnies d'armes à feu, les politiciens donnent de l'argent à la NRA. Nous, c'est pas ça, c'est vraiment les membres qui donnent de l'argent, qui achètent du swag, qui font des donations. Les clubs de tir, c'est la communauté qui le fait et non pas des compagnies qui ont des intérêts politiques ou des intérêts financiers. Ça nous sert à défendre les propriétaires d'armes légales. Au niveau des memberships, juste pour vite, il y a les memberships individuels, familiales, seniors. Il y a aussi les partenaires affaires aussi qui peuvent faire affaire avec nous. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, contactez-nous. On va vous donner toutes les informations nécessaires. À quoi servent vos dons? À quoi sert votre argent? Inquiétez-vous pas, elle est investie à bon escient. Donc, pour la défense des propriétaires. Fait que, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mais comme ça a dit, souscrivez un membership auprès de la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu. Vous êtes sûr que vous allez avoir une voix, ça, c'est clair. Excellent. Ben, écoutez, merci encore Sophie et Luc. Et puis merci à Bruno qui est plus avec nous maintenant. Et puis on se voit la prochaine fois dans le prochain podcast. Ciao, bye, gang.